Je vous écris avec la fenêtre ouverte sur un ciel pur. C'est la première étoile qui vient, déjà. Elle est toute verte, c'est la plus jeune. Elle tremble un peu comme une lanterne qu'on ferait aller sur le monde, pour chercher ce qui est perdu. Je viens de terminer le 8e jour de la semaine. Les feuilles sont là, toutes sages sur un coin de la table, toutes blanches et noires. Les jours d'écriture sont comme des veilles de fête. Ce n'est pas sans peine que l'on s'en déprend, même s'ils nous ont conduits auprès d'une lumière si douce qu'elle fait pâlir leur encre. Combien de mois, combien de vies faut-il pour écrire une phrase qui égale en puissance la beauté des choses? Parfois l'enfant entrait dans la chambre d'écriture. Elle venait de la forêt d'un rêve. Elle avait marché sur un sentier d'eau très pure parmi les herbes. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, j'écris un livre. Elle riait. Chose insensée, elle riait. Ces pages pour elle, ce n'était rien. Folle sagesse de l'enfance. Beauté d'un rire qui foudroie ce qui est sérieux et qui n'est que cela. Les affaires que l'on traite, les soucis qui nous tiennent et les livres qu'on écrit. L'enfant repartait bientôt, m'entraînant dans la gravité de ses occupations. Réciter une comptine, dessiner des orages ou éprouver sur une balançoire l'instabilité foncière du ciel et de la terre. Nous avions inventé un jeu. Assis, immobile sur un petit banc de pierre, chacun devait avertir l'autre de tout événement survenu dans l'espace étroit, couvert par le regard. Le satin d'un nuage, la fièvre d'un feuillage ou la chute soudaine du vent, tout devait être recensé. Très vite, nous nous aperçûmes que ce jeu n'aurait pas de terme, et que l'étoile du regard, comme on dit l'étoile du berger, enveloppait l'infini. Le plus profond de nous était là, au dehors, dans les choses, sous le flux argenté des heures, dans les choses teintées de ciel et d'argile, comme autant de fragments d'une louange à jamais égarée, hors de portée. Lorsque l'enfant s'en allait, ravi par le sommeil ou captif de l'école, je revenais dans la chambre d'écriture. Je n'écrivais pas toujours, loin de là. Ce que j'appelle ici la chambre d'écriture, ce n'est pas un lieu, pas même un espace ouvert par le silence, mais le simple déploiement des forces qui dorment en moi, comme elles dorment en chacun. C'est une chose difficile à préciser, elle échappe aux mots qui en viennent. Elle leur est antérieure. Je n'aime rien tant qu'écrire. Qu'ainsi gâcher un peu d'encre, vous le savez, mais cet amour ne suffit pas. Il faut encore vouloir ce que l'on aime. Et il faut le vouloir d'une volonté profonde, pure de toute impatience, comme obscure à elle-même. Un désir trop brutal menacerait les puissances qui sont en nous, tout aussi sûrement qu'un trop long oubli. Ainsi, de temps en temps, les choses contemplées auprès de l'enfant revenaient sur la page, comme à mon insu. En lançant sur leur forme, dissoute la neige noire de ces phrases. C'est leur nom que j'écrivais et le mien que j'effaçais. Aujourd'hui, le livre est clos, et je le regarde avec les yeux de l'enfant. Aucun livre n'a d'importance. Dans le monde, on ne dit rien, avec beaucoup de mots. Dans les livres, on n'en dit pas plus, mais avec d'autres mots. Le silence du monde et des livres, rien ne l'entame, sinon cela. Le rire d'un enfant dans la chambre de cristal. Si je vous raconte cette histoire comme une fable fondatrice des textes qui précèdent, c'est parce qu'elle m'a souvent fait songer à vous. Cette sagesse éblouie de l'enfance est la vôtre. Elle confond toute sagesse, et le mot de folie la désigne au plus près. Vous me parlez parfois de ceux qui écrivent, et de cette naïve prétention qu'ils peuvent, de façon quasi invincible, en concevoir. Votre rire ressemble à celui de l'enfant. Il y a une joie dans le monde. Il y a une joie élémentaire de l'univers, que l'on assombrit chaque fois que l'on prétend être quelqu'un ou savoir quelque chose. De cette joie, vous ne vous êtes jamais exilé. Et je ne sais ce qui me plaît le plus en vous, votre insouciance qui vous permet de veiller à l'essentiel ou votre intelligence qui vous fait accueillir la vie comme elle vient, à son heure. C'est une belle chose que d'écrire. C'est par l'extrême solitude, toucher à l'extrême présence. Le solitaire est celui qui n'est plus jamais seul parce que toutes choses viennent à lui. Trouvez leur nom. Il est comme une petite maison dans la forêt, si ouverte au silence que les bêtes sauvages ne craignent pas d'y entrer. Mais il est vrai qu'à force d'écrire,
l'on finirait par croire que l'on a trouvé quelque chose. De cette erreur, votre rire m'épargne, et je ne saurais jamais assez vous en remercier. Après ce livre, je ne sais pas. Je ferai d'autres choses, d'autres lettres, puisque c'est ma façon à moi de vivre, et d'ainsi perdre mon temps. Ou bien je lirai des essais, des romans, des contes, des poèmes. Je mélangerai tout cela car c'est ma façon d'y voir clair, que d'entasser l'une sur l'autre ces branches mortes, tombées sur l'herbe des lectures. Parfois le feu s'en empare et le vent dresse une flamme qui peut se voir de loin, sur la page où j'écris. Je n'ai jamais lu pour m'instruire. Et je serais fort en peine de vous dire à quoi me servent toutes ces pages avalées quand dehors le ciel est si tendre. Il y a bien cette lumière de la langue dont je pourrais vous dire quelque chose, quand la langue se love en elle-même, dans l'ourlet de ses phrases, dans le sombre de ses parenthèses ou le nacré de ses voyelles. Quand la langue en elle-même se retire, se dérobant à nos volontés brutes et à notre besoin de certitude, comme un enfant apeuré va se cacher sous les dentelles de sa jeune mère. Peut-être n'écrit-on que pour cela, pour fuir, sous les jupons d'une langue maternelle, la mort brillante et le temps rugueux. Dans cette panique que l'on déguise en sagesse, dans cette paresse méditative, un prodige parfois s'accomplit. Il s'agit d'un miracle, égal en clarté à celui d'une résurrection. Le mystère ici est inverse. On ne transmue pas une matière en esprit, mais par l'esprit on touche soudain à la matière pure. Vous connaissez ces chansons de troubadours, ces légendes fatiguées et cette langue cramoisie, toutes chargées de dorures et de lys. Au détour d'une phrase, au gré d'une lecture, on entend parfois un bruit de pas sur le gravier, et l'on voit l'aube qui cogne aux meurtrières d'un château, et les vipères qui glissent au fond des douves. C'est une profonde énigme que celle-là, qui fait que l'austère passion de la langue nous rende par instants cette évidence, et cette immédiateté dont les choses seules ont le privilège. Et pourtant, ouvrez les livres aimés, il n'y a rien dedans, il n'y a que des mots, empêchés dans l'encre, saisis dans la trame du papier. Des mots plus secs et raciques que ceux que l'on prononce avec le souffle, avec la gorge. Cela, du moins, force un sentier dans l'air autour des corps, jouissant ainsi d'un peu de vie, même si elle est éphémère. Oui, c'est un pur miracle, que par des mots enterrés dans des livres, l'on puisse raviver une source, rafraîchir un jardin. Ainsi je me souviens de ces taches rouges et jaunes sur le ciel pluvieux du samedi 7 décembre 1697, griffé par Saint-Simon dans son journal. Quand le duc de Bourgogne considérait avec ennui le feu d'artifice tiré pour son mariage, dont les étincelles retombaient sur une pièce d'eau au sud du palais de Versailles. C'était hier, je crois. Il y a ce soir une douceur semblable à celle qui régnait dans le parc du musée Rodin. Le jour où nous sommes allés dans ce plus délicieux domaine de Paris, une lumière hésitante enveloppait sa fraîcheur sous des étoffes d'air, comme pour retarder l'instant de périr. On eût dit que quelque chose allait naître, qu'un animal très fin allait traverser l'espace illimité du parc, et que le moindre bruit l'aurait fait fuir à jamais. Je parlais comme à l'accoutumée beaucoup trop, comme chaque fois que la beauté des choses me fait souvenir de l'émerveillement de vivre, agissant en moi comme une subtile ivresse et rompant ce silence qui me sert dans le monde où je m'ennuie. Vous étiez souriante, attentive simplement à tout ce qui n'était pas vous. Les statues, bien sûr, mais aussi le ciel, les arbres, et le souci jamais éteint du tout de la vie. Le 8e jour de la semaine, voyez-vous, ce doit être quelque chose comme cela. Un instant où les choses s'effacent dans les fêtes qu'elles annoncent. Dans le musée, il y avait les statues de Camille Claudel. Leur grâce, fiévreuse, était celle du funambule au-dessus de l'abîme. Elles avaient échappé au double enfermement de la famille et de l'asile, subi par leur auteur. Elles disaient quelque chose sur le monde d'une voix murmurante, douloureuse à entendre. J'ai longtemps retenu près de moi cette image de la petite châtelaine, ce visage d'enfant tendu vers le jour, comme devant le rideau d'une scène qui tarde à se lever. Un ciel froid touchait ses épaules nues. Songez à ce visage, lorsque la nuit s'en empare. Cette enfance ruinée d'un seul coup. Le manque de tout, le manque du pain et des roses. Comment écrire? Comment lire sachant cela? Et que le monde se glace chaque jour un peu plus dans le noir de lui-même. Il n'y a pas de réponse.
Peut-être n'est-ce qu'ainsi, dans l'évidence de leur impuissance, que les mots commencent à nous dire quelque chose. Peut-être. Mais cela appellerait d'autres lettres, d'autres livres, et il est temps pour moi de recopier ces pages, afin de vous les offrir.